Salut tout le monde! On s'approche doucement du dénouement et la tension monte pour Krakos et Lodi. J'espère que cet épisode vous plaira. Dès le début de la semaine, le travail s'intensifia. Heureusement, Krakos était suffisamment revigoré et avait repris grâce à Ernorin un peu d'espoir en l'humanité. Espoir que son chef suppliciait à son grand plaisir. Il faisait l'exploit d'être encore moins agréable qu'il ne l'était auparavant. Le peintre de l'hôpital parvint néanmoins à rejoindre tout juste sa fille, grâce aux efforts colossaux qu'il était prêt à fournir. Il avait tenu tout le week-end comme Ernorin lui avait conseillé. Mais pas question de perdre un jour de plus. Le guichetier l'interpella soudainement lorsqu'il arriva dans le service. Ses anges gardiens, grâce à leur connexion, étaient parvenus à obtenir une décharge concernant l'accès de la chambre 115. Ils avaient sans doute négocié, en démontrant que la visite du peintre était nécessaire au rétablissement de l'Odine. Tandis que ses yeux dégringolaient à travers les lignes et le charabia juridique, sa voix disparut au plus profond de sa poitrine. Ce couple était-il la preuve que des gens pouvaient être aussi bons dans cette ville ? Osait-il penser que plus rien ne pouvait l'éloigner de sa fille adorée ? La chance qu'il eut de connaître de tels individus lui procura un immense vertige. Il signa d'une traite les nombreux documents et se précipita vers la chambre 115. Hélas, plus radieuse qu'il y a quelques jours, souhaita la bienvenue à Krakos. Lodine en revanche était mal au point. Fiévreuse et pourtant transie de froid, les couvertures l'avaient presque entièrement ensevelie et elle ne vit son père que lorsqu'il se pencha au-dessus du lit. Il l'embrassa tendrement, et ses lèvres reculèrent par réflexe, comme s'il venait de les plonger dans l'eau bouillante. Elle peinait à parler tant la fatigue l'assiégeait. Toutefois, elle esquissa un léger sourire au peintre qui s'installait à ses côtés. Elle ne put lutter bien longtemps contre le sommeil qui la cristallisa dans une léthargie morbide, uniquement perturbée par quelques frissons parcourant en un éclair tout son corps. Après un long moment dans la chambre, Nara entra et fut surprise de voir Krakos ici, surtout à cette heure avancée. Elle se montra aux premiers abords agressive car elle ne voyait aucune raison pour qu'un individu puisse errer dans les chambres au-delà des heures autorisées. Qui plus est, dans le service pédiatrie. Elle lui ordonna de sortir immédiatement. Krakos suivit ses ordres tout en lui expliquant la situation et le formulaire qu'il avait signé il y a déjà quelques heures. Puis il attendit sur le pas de la porte qu'elle puisse vérifier avec l'administration. N'empêche, vous m'avez fait bien peur. Ils auraient pu me prévenir quand même. Les deux sourirent de cette situation. Toutefois, Nara avait de sérieuses préoccupations à lui partager. L'état de l'Odine se dégrade progressivement. Son foie se détériore trop vite et peine à supporter d'un côté la maladie et de l'autre le traitement. Elle lui saisit les mains et poursuivit. La greffe est désormais inévitable. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour freiner le développement de l'hépatite. Lodine est courageuse pour son âge, mais elle souffre beaucoup. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, n'est-ce pas ? Krakos hochait la tête en signe d'approbation. Ses lèvres et son visage se fermèrent lentement, et son long silence pesait davantage sur les épaules de l'infirmière. Elle lui secoua légèrement les mains et s'approcha pour continuer son rapport. Cependant, le service vient de recevoir un enfant maintenu dans le coma. Il semble tout à fait compatible avec l'Odine. Et balayant son regard de part et d'autre, elle conclut son propos par « Cela doit rester entre nous ». D'abord rassuré par cette dernière nouvelle qui offrait une issue heureuse à leur malheur, il la remercia infiniment pour toute l'attention qu'elle leur portait. Puis, en libérant ses mains, il comprit l'étendue d'une telle situation et se calma en acceptant que, pour qu'un enfant vive, il fallait qu'un autre meure. Attristé par ce tableau, et ne pouvant qu'imaginer la douleur des parents qui n'avaient plus d'espoir, il lui souhaita sobrement une bonne soirée et retourna déposer un dernier baiser sur le front de sa fille. La nuit dominait déjà toute la ville lorsqu'il sortit de l'hôpital. Il profita de ce ciel dégagé pour promener son esprit sur les sentiers des constellations. Il respirait à nouveau. À son retour à l'appartement, il songeait à ce pauvre enfant condamné par le sort, mais aussi et surtout au rétablissement futur de sa muse. La semaine de travail suivit le même rythme que la précédente, à ceci près que Krakos désormais pouvait être sûr de voir, chaque soir si besoin, l'Odine. Il n'avait plus à être pressé, et pourtant, l'atmosphère au chantier ainsi que sa relation avec son patron devenait de plus en plus insupportable à ses yeux. En côtoyant la misère à l'hôpital, où tous souffraient équitablement, il acceptait difficilement ce tourment qui ne lui apportait, hormis les revenus, rien de bon. À plusieurs reprises, il se retint de lui balancer ses 4 vérités, face à toute l'équipe, pour lui donner la leçon qu'il méritait. Celui-ci ne le lâchait plus d'une semelle depuis l'incident de la semaine passée et lui demandait de faire toujours plus, avec toujours moins. Pour remercier les Ossuis, il se rendait chaque soir à l'épicerie du coin et rapportait des petites surprises aux enfants. Des fleurs pour habiller leur chambre, des sucreries pour le réconfort, de quoi faire passer le temps. Il savait qu'il ne pourrait être assez reconnaissant envers ses anges gardiens, mais c'était sa manière à lui de montrer sa gratitude éternelle. Parfois, les filles veillaient jusqu'à son arrivée, mais le plus souvent, elles étaient toutes deux assoupies lorsqu'il franchissait la porte. Qu'importe,
Il se contentait de déposer ses petits cadeaux sur leur table de chevet et de tenir la main de Lodine. Il leur arrivait quelquefois de se faire une soirée film sur le petit écran de la chambre, jusqu'à ce que la fatigue ait raison d'eux. Lodine et Krakos appréciaient plus que tout ces petits instants qui leur rappelaient les nombreux vendredis soirs passés sur leur canapé. Et Laz aussi était ravi de cette compagnie nocturne, et Nara se réjouissait de voir la chambre 115, à défaut d'être guérie, épanouie. Duran et Arnorine avaient rencontré plusieurs difficultés au travail et ne purent rendre beaucoup de visites à Ella cette semaine-là. Monsieur Krakos, comme elle l'appelait de temps en temps, choisissait toujours les bonbons qu'elle préférait, ou lui ramenait ce qu'elle voulait pour s'occuper. Tantôt du papier et des crayons, l'autre fois des cartons pour construire une petite maquette de fusée, et dernièrement, un tube de gouache bleue pour la décorer à sa guise. Toutefois, à l'orée du week-end, Krakos portait sur ses épaules une telle fatigue qu'une simple pensée lui broyait les méninges. Il agissait par automatisme, et parfois s'extirpait subitement de cette léthargie sans comprendre où il était, ni ce qu'il faisait. La vie de père et d'adulte sont deux boulots à temps plein qu'il avait tenté d'exercer avec un peu trop de zèle ces derniers jours. Ce qu'il lui fallait, c'était du repos. Il passait une partie du week-end dans sa chambre, cloué au lit, en se contentant de penser à voix haute. Sa femme l'observait du haut de son crochet. Dernièrement, son logis était devenu étranger à sa vie, à tel point qu'il ne s'y sentait plus vraiment tout à fait à l'aise. Ses toiles, à moitié achevées, hantaient les murs et embrumaient son esprit au moindre regard. Elesta ne le perdait plus de vue. Tout y devint morne et artificiel. Le travail non plus ne lui permettait pas de s'épanouir. Il rêvait de ne plus avoir à y aller et à subir l'insatiété constante de son patron. C'est ce dimanche, après une longue introspection, qu'il s'est décidé. Lundi, il s'opposerait fermement à cette tyrannie. Sans surprise, la semaine recommença comme elle s'était achevée. Mais Krakos n'était plus le même. Au moment opportun, il trouva le courage de dire ouvertement non à son chef, qui lui demandait la lune. Inévitablement, les reproches d'abord timides s'écroulèrent sur celui-ci en une avalanche incontrôlable. Le pauvre peintre perdit très vite le contrôle et s'emporta dans un rare élan de colère. Plus rien n'allait. Poussé par son courroux, il prononça un ultimatum. Soit les conditions de travail s'amélioraient et respectaient l'intégrité des salariés, soit il s'en allait avec sa paie du mois. Ce dilemme tomba droit dans l'oreille de son chef. Plus étrange encore, il fonctionna, mais presque trop bien. Son patron, dans un silence solennel qui tranchait avec les précédentes minutes incendiaires, écartela son contrat en une pluie de confettis noirs et blanches et lui jeta une enveloppe en s'écriant « Personne n'est irremplaçable, Burin. Maintenant, tire-toi !» Libéré de ce fardeau, Krakos au pas léger grimpa d'une traite au sommet de sa tour. Puis, lorsque l'adrénaline retomba à un seuil plus convenable, il s'assit sur une des chaises écartées de son atelier et se remémora toute la scène. C'était un de ces moments où il fallait revoir toute l'action pour déceler chacune des conséquences qui en découleraient. Son euphorie se brisa sous les coups de son inquiétude. Il comprit que la colère l'avait emporté. En quelques minutes, il venait de quitter son seul moyen de revenu. Paniqué, il sauta sur l'enveloppe et compta un à un les billets de sa paie. À peine de quoi payer les 2 semaines de retard d'hospitalisation. Oh non. Comment je vais faire ? Se demanda-t-il en récupérant sa tête tombante entre ses mains. Pourquoi répétait-il au rythme des coups qu'il donnait à son crâne. Les larmes commencèrent à émerger de ses yeux tandis qu'il soupirait. Je suis trop bête, en corrigeant sa spontanéité avec une habitude qu'on lui avait longtemps fait prendre. Lui-même surpris de son comportement, il se releva aussitôt et réalisa. Voilà tant d'années qu'il courait après son rêve d'artiste sans jamais l'atteindre. Il me manquait juste l'occasion, s'écria-t-il dans son bien vide appartement. Tout ce qu'il lui fallait maintenant, c'était l'élan créatif de sa jeunesse, un peu de temps et quelques bons coups de pinceau. Et tout rentrerait dans l'ordre. Tout finit toujours par s'arranger lorsque l'on tient la vie et la couleur au bout des doigts. Il sortit alors sa palette, tous ses pinceaux et toutes ses brosses, mais aussi ses tubes et ses éponges, ses rêles et ses glasures, et s'attaqua à sa toile. Il la décrocha de la chambre et l'entreposa sur son chevalet, au centre de son atelier. Elle occupait toute la pièce, son regard, ses yeux le scrutaient attentivement. Alors il se lança, sans même savoir ce qu'il allait peindre. Qu'importe. Il laisserait l'inspiration donner un sens à ses formes. Puis après quelques minutes, très vite devenues des heures pendant lesquelles son pinceau courait sur la toile, sans que ni ses mains ni ses yeux ne comprennent parfaitement sa trajectoire, il recula. Ses ardentes pupilles transperçaient les pigments pour le cibler, lui, le peintre hirsute perdu dans sa grotte.
Mais si, ça y est. Encore une pointe de rouge sur les bords, quelques reflets sur l'eau, sans oublier les ombres. Reprenons, répétait-il constamment. Un brusque fracas retentit dans son atelier. En un sursaut, il se retourna, et il la vit. Assise juste là où il pointait son pinceau, là où ses toiles vierges faisaient patiemment la queue pour recevoir la vie. Elle s'était frayé un chemin sur cette chaise qui ne pouvait supporter tout ce beau monde. « Excuse-moi, lui dit-elle, je ne voulais pas te déranger. » Elle fit alors un signe de tête vers le chevalet. « Reprends. » Il se retourna perplexe vers son sujet, et tandis qu'il s'approchait pour caresser la toile avec le dard de son pinceau, elle reprit. « Non, regarde un peu sur la branche cet oiseau. Il lui manque une patte, s'écria-t-elle. Et puis ce réverbère au milieu du fleuve, qui l'a planté là ? D'accord, répondit-il plus calmement. Mais ce banc, tu le reconnais ? C'est ici que nous nous sommes embrassés pour la première fois. Ah non, tu te trompes, mon amour, ce banc n'a jamais été là, répliqua de plus belle sa femme. Tes nuages sont bien cotonneux, mais où est le vent dans cette toile ? J'ai bien, laisse-moi d'abord finir ce rocher, s'exclama-t-il brusquement. Un silence de mort s'éleva du plancher et dura plusieurs secondes où ni elle ni lui ne firent de bruit. Puis il chuchota, toujours tourné vers sa toile. Je crois que j'ai merdé. Elle l'interrompit immédiatement en levant son doigt et en faisant les gros yeux. J'ai fait une bêtise. Je n'aurais pas dû quitter ce boulot, marmonnait-il dans sa barbe. Elle se leva dans toute la grâce qu'il avait jadis séduit, avança vers lui et prononça doucement. Mais non, mon amour. Nous en faisons tous des bêtises. Arrivant à ses côtés, elle pointa un coin de la toile et poursuivit. Ça, c'est une bêtise de penser que ces roses se reflètent sur l'eau de cette manière. Ici aussi, c'est une bêtise d'avoir essayé de rendre à ces canards leur voix. Puis, désormais face à lui, elle lui saisit les mains et ajouta « Ce que tu as fait tout à l'heure, c'est une grosse connerie. » À ces mots, une violente bourrasque éteignit les lampes et bougies. Les fenêtres s'ouvrirent sous cette pression dans un vacarme assourdissant. Le peintre valsait comme une vulgaire feuille morte. Sa palette échappa à son emprise et se brisa sur le sol dans une explosion multicolore de céramique. Terrifié, il se précipita vers la baie vitrée qu'il referma à grand-peine. Le pinceau entre les dents, il s'assit d'abord au pied de cette muraille de verre, cherchant son souffle. De là, il constata l'étendue du chaos qui, en l'espace d'un instant, avait balayé son atelier tout entier. Sa palette de toujours, ses toiles et ses chaises renversées, les ampoules brisées et les bougies éteintes. Et plus surprenant encore, son tableau. Il écarquilla les yeux si grands que l'on aurait pu jurer qu'ils allaient sortir de leurs orbites. « Mon tableau !» hurla-t-il comme le dernier survivant d'une sanglante bataille. Son tableau. Il était vierge. À croire que toute la peinture s'était envolée sous le vent. Naufragé de son esprit, il parvint à retrouver un semblant de lucidité et fonça vers la cuisine afin d'éponger la peinture fraîche au sol. Puis, en lavant ses mains, il tourna sa tête vers l'étroite fenêtre de la pièce. Son géranium, inondé des dernières lueurs de soleil, était complètement rachitique, asséché par le manque de vie qui régnait dans cet appartement désertique. Qu'importe, se disait-il, tandis qu'il exhumait son corps et le jetait à la poubelle. Soudain, il s'imaginait réaliser le temps qu'il venait de passer devant cette toile complètement blanche et s'écria « Claudine !» Il dévala les escaliers et s'élança vers l'hôpital. En chemin, il se rappelait de cette matinée houleuse, de son problème croissant de fond, du déclin de la santé de Claudine, de ce manque d'inspiration, de sa peur de tout perdre, de l'étau qui désormais le retenait prisonnier. Face au bâtiment qui menaçait sa fille et avait jadis pris sa femme, il cacha toutes ses anxiétés derrière l'esquisse d'un sourire, et prit soin d'éviter le guichetier pour profiter de cette nouvelle échéance que la discrétion lui offrait. Il arriva ainsi devant la chambre 115 et croisa Nara qui, à ses yeux, le regardait comme si elle venait de voir un mort. « Krakos !» s'exclama-t-elle. « Cela fait un moment que nous ne nous étions pas vus. Claudine est très affaiblie, elle doit se reposer au mieux. » Elle prit le temps d'observer quelque peu le peintre de l'hôpital et reprit. « Vous allez bien ? Et vous n'avez pas l'air... » Ça va, répondit-il immédiatement. « Et la liste ? L'opération est bientôt programmée ?» Nara se referma et resta évasive, mais l'insistance du regard vide de Krakos la força à avouer. La greffe a été cédée à un autre enfant. Je suis sincèrement désolé, Krakos, lui annonça-t-elle sur un ton rythmé par la peine. Il ne put dire aucun mot tant la nouvelle le prit de court. Goutte à goutte, son esprit larguait l'ensemble de ses problèmes dans une régularité résonnante. Ploc, 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 ploc. Sans ajouter quoi que ce soit, son modeste masque souriant tomba,
et une rage presque animale marquait les traits de son visage. Il repartit chez lui aussi vite qu'il s'en était enfui. Une fois dehors, cette rage, devenue une frénétique fureur, le consumait. Elle était prête à exploser sur la moindre chose. Qui sait ce dont il aurait été capable dans cet état-là? Il rejoignit aussi vite que possible son domicile. L'empreinte de ses pieds se gravèrent dans chacune des marches qui osaient croiser son chemin. Un coup de pied contre la terre tout entière, il parvint à retrouver ce maudit appartement. Dans une détermination inarrêtable, il saisit un couteau de cuisine et se précipita dans sa chambre. Son excès de colère déchiqueta toutes les toiles inachevées qui reposaient sur les murs, lacérant le tissu et piétinant les armatures, pour être sûr qu'aucune ne survive à ce massacre. Sa lame, gorgée de peinture dégoulinante, terrorisait toutes les figures de ses œuvres, qui ne pouvaient s'échapper de leur cadre. Ivre de cette haine, il s'allongea au milieu des morceaux de corps et de décors mutilés. Bizarrement, cette nuit-là fut, à défaut d'être réparatrice, étonnamment paisible. Le lendemain matin, bien décidé à en découdre, Krakus se dirigea vers le bureau du responsable du service pédiatrie afin d'obtenir les raisons de ce manquement. Quelque chose avait changé en lui. Son attitude, sa démarche, quelque chose de différent émanait à tel point que le guichetier, ainsi que certains membres du personnel, ne le reconnurent aucunement. Le visage froid comme le marbre, un regard fixe et assombri par les dernières intempéries, une bouche scellée, le tout porté par un pal lourd comme la roche. Il entra directement dans le bureau du responsable, sans même prendre le temps de toquer à la porte. « Bonjour, je suis Monsieur Gurin, le père de Lodine en pédiatrie chambre 115, balança-t-il au visage de son interlocuteur, confortablement assis au fond de son fauteuil. « Ah, vous voilà enfin !» s'exclama-t-il comme s'il s'attendait à recevoir sa visite. « Jusqu'à présent, je n'avais pas eu le plaisir de vous rencontrer, » répliqua-t-il sur un ton confiant et parfaitement maîtrisé. Il tendit sa main vers la chaise en face de lui pour inviter Krakus à s'asseoir, ce qu'il ne fit aucunement. « C'est chose faite. Dites-moi quel vent bien matinal et empestant la peinture vous pousse si prestement à ma porte. » « Ma fille devait recevoir une greffe il y a quelques jours, » s'écria froidement le peintre. Le responsable prit une gorgée de café et déplaça quelques dossiers éparpillés sur son bureau, qu'il consulta d'un coup d'œil. Puis, il regarda intensément Krakus resté debout, qui transpirait l'impatience à grosses gouttes, tant l'adrénaline coulait en ses veines. « Pourquoi n'a-t-elle rien eu ?» demanda sèchement le peintre de l'hôpital. Son interlocuteur extirpa un des papiers qu'il venait de regarder et le jeta de l'autre côté du bureau, brisant ce silence devenu intense. « Les greffes sont des opérations difficiles, contrairement à ce que vous pourriez penser, et il s'avère qu'un autre enfant s'est vu attribuer la place, » répondit-il mesurément, non sans une pointe de sarcasme. « Prenez votre mal en patience, monsieur Gurin. Une autre finira bien par vous être destinée. » Krakus serrait ses poings si fort que ses phalanges semblaient sur le point de rompre sous l'immense pression. Le responsable s'échappa du fauteuil qui semblait l'avoir absorbé et se mit à regarder à travers la fenêtre l'horizon. « En parlant de patience, n'hésitez pas à passer au guichet en sortant de mon bureau. D'après nos factures, cela fait 2 semaines déjà que vous ne réglez plus l'hôpital. » Il marqua une pause et continua. « Ne serait-il pas fâcheux de perdre à nouveau votre place sur cette liste d'attente ?» demanda-t-il en fixant droit dans les yeux Krakus. « Je vous remercie pour votre visite, et au plaisir, monsieur... Gurin. » Aucun mot ne pourrait exprimer les émotions de Krakus à cet instant. Comment réagir dans ce genre de situation? Inconsciemment, il arborait un grand sourire à glacer le sang, tandis que ses bras tremblaient sous la contraction continue. Après plusieurs secondes tiraillées par cette terrible tension, il parvint à desserrer l'étreinte de ses doigts et saisit ce papier dans un silence mortifère en quittant la pièce. Il baignait en apparence dans le calme et régla ses dettes, vidant définitivement toutes ses économies sur ce marbre fraîchement poli. Il lui était impossible de rendre visite à Lodine dans cet état. Il devait trouver un moyen de s'apaiser, et il n'en connaissait qu'un seul. Il lutta contre la spirale de marche qui parfois s'évanouissait sous ses pas, comme pour se venger du châtiment de la veille. À plusieurs reprises, il manqua de tomber, mais il parvint finalement à atteindre son palier, et là-haut il perdit le contrôle. Peintures et pinceaux se heurtèrent à son besoin de vider son esprit. Sa toile, meurtrie par les pointes colorées et les coups assénés, succomba à ce déferlement. Elle ne pouvait plus résister à cet ouragan, aveuglée par sa ragissime fureur. Son visage crispé par le tumulte guidait tant bien que mal ses mains en des spasmes spontanés, involontaires et incontrôlables. Ses tubes, tous décapités dans sa folie, finirent un à un par être écrasés et jetés sur une assiette, lui faisant office de palette. Parfois, il allégeait sa victime du poids de son regard acéré pour reprendre son souffle. Un râle bestial qui s'intensifiait à chacun des assauts qu'il menait. La journée s'acheva bien vite, contrairement à la torture qu'il infligeait à la peinture. Soudain, abandonné par son corps, Krakus s'effondra sur sa toile, laissant transparaître l'empreinte de sa chute sur l'amas de pigments encore frais. Il dormit très longtemps. Noyé par ses problèmes, tourmenté par son esprit fragile, il ne pouvait qu'espérer à son réveil un éclaircissement de la situation. Après les 3 jours passés dans son salon, il se vit sur sa toile, tel qu'il était jadis, et essaya de sourire pour sa muse, la seule chose qui lui restait.
la plus précieuse de toutes. Arrivé à l'hôpital, plus livide encore que les médecins de garde, il entra dans la chambre 115 et s'assit au chevet de Lodine qui luttait pour trouver le sommeil. Elle le reconnut difficilement. Certes, il était mal rasé, exténué, amaigri et barbouillé de peinture, mais à dire vrai, la maladie troublait davantage sa perception que ce maquillage de fortune. Seule une greffe imminente pouvait encore lui assurer la survie. Il se pencha vers elle et murmura « C'est papa m'amuse. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. » répétait-il sur un ton qui ne parvenait pas à le persuader lui-même. Avec une voix hésitante et entrecoupée par son manque d'air, elle demanda difficilement « Je vais mourir, papa ?» Krakos la regarda droit dans les yeux et vit une terreur si informe qu'il en eut le souffle coupé. Il apposa sa main sur sa bouche et, ne pouvant plus porter son masque, fondit en larmes. « Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. » balbutia-t-il entre deux sanglots. Cette effusion d'émotion réveilla Elaz, qui, jusqu'à présent, était assoupie. Elle attendit que Krakos se relève pour l'interpeller, en lui tendant une lettre avant de le laisser quitter la chambre. Il partit en quête de réponse, et surtout, de Nara. En arpentant dans la pénombre les couloirs à cette heure-ci, il remarqua à quel point les lieux changeaient de visage une fois la nuit tombée. Les moniteurs et les machines sonnaient un peu partout dans le service. Quelquefois, des échos lointains parvenaient jusqu'à ses oreilles, et portaient les bribes d'un jargon médical. De l'autre côté du couloir, sans prévenir, des ombres traversaient son champ de vision. Puis, après quelques minutes de marche dans ce lieu hanté, il crut discerner Nara. Elle sursauta à sa vue comme si elle venait de voir un spectre, et en un éclair, elle apposa ses yeux bienveillants sur lui pour lui annoncer les dernières nouvelles de sa fille. D'après l'avancée de l'inflammation et la dose déjà trop élevée de corticoïdes, elle ne pouvait plus tenir très longtemps. Elle ajouta, cherchant en vain à le réconforter, à quel point elle était désolée pour l'incident de la greffe. Silencieux et impassible, comme si la nouvelle ne l'avait pas atteint, il resta dressé immobile sans aucune réaction. Perdu dans les méandres de l'hôpital, un cri perçant se fit entendre. « Maman ! Maman !» Frappé par ce coup de fouet qui lui rappela immédiatement sa fille, Krakos sortit de sa léthargie et se retourna dans la direction de la voix. « Allez-y, Nara, un enfant a besoin d'aide. » Elle prit un air plus grave encore et répondit froidement. « Ça, c'est pas un enfant, » soupira-t-elle avant d'ajouter. « Devant la mort, tous les patients retrouvent leur réflexe juvénile. Vous devriez retourner profiter de Lodine. Je repasserai pendant ma ronde pour voir si tout va bien. » Krakos rebroussa chemin et arriva face à la porte 115 devant laquelle il s'arrêta, mais elle était fermée. Oh, bien sûr, il lui suffisait de tourner la poignée, mais pouvait-il encore le faire? Il repartit en fuyant cet obstacle qu'il ne se voyait pas surmonter et, accueilli dans les bras de la nuit automnale d'Otsiel, il suivit les étoiles en naufragés déboussolés. Qu'est-ce qu'elle aimait regarder le ciel? C'était son échappatoire à elle, son moment d'évasion. Lui se contentait de lui tenir la main, allongé face aux espaces infinis. Du bout du doigt, il dessinait les constellations, par là l'arc d'Ygrize, ici la baleine d'Hydrigo, et ajoutait à chaque fois une petite anecdote sur ce qu'elle voyait. Quand enfin, elle finissait ce petit rituel, elle répétait ces quelques mots des 14 leçons d'aurore. Le ciel est pour nous mortels le miroir éternel et universel qui nous rappelle, malgré les intempéries, les nuages et la nuit, à quel point nos douleurs sont infimes dans cet océan de néant. À cet instant, il aurait eu besoin de son expertise. Lui savait pondre d'étoiles, elle déchiffrait les étoiles. Il se contenta de lever la tête, cherchant un signe qu'il aurait su interpréter. « Aurore ou roi, si vous existez, il faut que vous m'aidiez. Pitié. Aussi petit que je suis, je vous en supplie. Je ne peux pas perdre Lodine. Peu importe le prix que cela me coûtera. » implora notre peintre, à genoux sur l'un des quais de la Pulpa, qui reflète si bien la lune et ses parures scintillantes à cette période de l'année. Soudain, comme si sa voix avait été entendue, il vit sur la surface de l'eau glisser un canard. Pendant plusieurs minutes, il observa le volatile, se demandant ce que cette augure devait signifier. Très vite, il lui devint impossible de le lâcher du regard, et épiait ses moindres faits et gestes. Subitement, il comprit. Il se reconnaissait dans cet oiseau hybride. Sans doute lassé d'être dévisagé, le canard plongea alors sous la surface. Krakos retenait son souffle tandis qu'il le perdait de vue dans ces eaux plus noires que le pétrole. Il allait forcément remonter, se disait-il. Les secondes s'écoulaient lentement, et ses attentes prirent l'eau, jusqu'à ce qu'elles rejoignissent le lit de la rivière et le tombeau de l'oiseau. De retour chez lui, il ouvrit la lettre des Ossuis qui l'encourageait à tenir bon et l'invitait à rejoindre leurs assemblées. Puis, il se dévoua corps et âme à sa toile. Il était décidé. Il devait la finir pour sauver Lodine, et surtout, se sauver lui-même de la noyade. Chaque nuit, il œuvrait à réaliser son remède, tandis qu'il passait ses journées au chevet de Lodine. Malgré sa maladie, il était convaincu qu'il la sauverait par la peinture. Il lui racontait chacune de ses avancées, ses difficultés. Parfois, il apportait des croquis qu'il avait tracés la veille pour lui demander conseil sur la composition du tableau final. Toute cette frénésie créatrice se retrouva progressivement sur les murs de la chambre 115. Elle se propagea comme la peste, à tel point qu'aucune parcelle de mur ne fut épargnée. Lodine, bien trop faible pour répondre, se contentait d'être témoin de l'obsession maladive de son père. Elaz assistait aussi à cette effervescence, et se demandait sans doute ce que M. Krakos pouvait bien avoir pour agir ainsi. Elle commençait à aller mieux, et voyait avec effroi ses voisins sombrer. Très vite, Krakos ne parvint plus à distinguer son atelier de la chambre d'hôpital.
Il ne pensait qu'à son œuvre, en tout lieu et toute heure. Le corps médical constatait avec effroi cette dévotion obsessive à sa toile et le surnommèrent, comme l'avait fait Léo Suy avant eux, le peintre de l'hôpital. Il ne prenait plus la peine de quitter la pièce lors des rondes des infirmières et des internes. C'était à peine s'il eût remarqué leur présence. La sienne aussi s'effaçait progressivement derrière les gribouillis qui tapissaient les cloisons. Il se mêlait inexorablement à ce milieu dans lequel il baignait, peut-être, depuis trop longtemps. Nara ne put échapper à son déclin. En plus d'être responsable du suivi de Lodine, elle prit aussi le temps, malgré son poste d'infirmière et le rythme qu'il suscitait, de s'occuper de Krakos. Un jour, alors qu'il rangeait des rouleaux de croquis et souhaitait une bonne nuit à sa fille, l'infirmière le prit à part et tenta de le ramener à la raison. Elle lui faisait face, lui qui en quelques semaines était devenu d'un père aimant, un démentaire. « Krakos, je dois en tant qu'infirmière vous dire la vérité, déclara-t-elle en prenant une grande inspiration. Je vous la dois à vous deux. Lodine ne peut plus tenir dans cet état. Son foie est nécrosé. Le traitement l'a fait atrocement souffrir. Regardez-la. Il faut accepter le fait que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, poursuiva-t-elle malgré le nœud qui resserrait sa gorge. Perdu dans ses pensées, le jeune père n'entendait aucunement ce dont il devait se douter depuis déjà quelque temps. Elle insista davantage. Voyant qu'il n'était pas réceptif à son propos, elle le saisit par les bras. « Krakos, ressaisis-toi » s'écria-t-elle en le secouant vigoureusement. « Tu veux vraiment manquer les derniers jours de ta fille ?» Agit comme le ferait tout père dans cette situation. À cet instant, ses yeux les confondirent. Sa voix, ses mots, son ton autoritaire, sa manière de le guider, c'était elle, Elesta. Il recula d'un pas et l'observa intensément. « J'ai peur, » lui chuchota-t-il comme un enfant. « C'est normal d'avoir peur, répondirent-elles. Mais Lodine est bien plus terrifiée. Tu dois la rassurer, la consoler, lui offrir tout l'amour que tu lui réservais. Tu as raison, répliqua Krakos. Il retourna dans la chambre et ne la quitta plus des heures durant, reprenant marque dans ce milieu qu'il avait involontairement occulté à ses sens. Les murs ensevelis sous la folie, les lits, les mosaïques de coloris, les fleurs dégarnies sur le point d'être fanées, les boîtes de sucreries entamées, les quelques coloriages. Alors il fit le ménage. Il prit le temps de tout ranger, de décrocher ses croquis, d'enlever les fleurs pourries, de jeter les derniers emballages, de faire le tour complet de la pièce. Il eut même le temps de feuilleter le dossier de la chambre, les notices des médicaments inscrites sur des bocovilles, les consignes de sécurité fixées à l'entrée. À cet instant, il vit enfin le remède à toutes ces péripéties. Comment avait-il pu l'ignorer depuis tout ce temps? Par manque de courage, sans doute. Tout s'éclaircissait grâce à cette pensée. Désormais, il n'avait plus rien à perdre, car tout était perdu d'avance, ce qui lui rendait la tâche plus facile à envisager. Tu avais raison, la vie est injuste. Alors pourquoi œuvrer à faire ce qui ne l'est pas? Je sais pertinemment que tu m'as donné cette toile. Il n'y a que toi pour me pousser dans une telle frénésie artistique. Je t'aime encore, ma tendre muse, et les dieux savent à quel point tu nous manques. Désormais, c'est à moi de vous montrer ô combien je tiens à vous. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. La fin sort la semaine prochaine. Si vous désirez plus de contenu en attendant le dernier épisode, vous pouvez aller voir mon compte Instagram. Bye!